William Seabrook, lors d'un voyage à Haïti, découvre le vaudou et le culte des morts qu'il décrit en détail dans un livre, The Magic Island. Seabrook est un des rares étrangers à être adopté par une communauté indigène. Michel Leiris, qui fut l'un des premiers lecteurs de l'île magique, dans cette traduction française préfacée par Paul Morand, resta sa vie durant fasciné par ce texte terrible. En 1929, dans la revue Document, Leiris souligne la valeur littéraire et ethnographique de l'ouvrage et précise que son auteur, observateur consciencieux, est le premier homme de race blanche initié au mystère du vaudou. Et il ajoute : voici enfin un occidental qui comprend, sans céder jamais aux stupides préjugés de race. Dans un autre article de la revue Document, en 1930, Leiris, qui se lia d'amitié avec Seabrook, fait ce rapprochement. Nous sommes tous deux plus que sceptiques en ce qui concerne l'intérêt de la civilisation occidentale moderne et pleinement convaincus qu'une des seules tâches valables qu'un homme puisse se proposer d'accomplir est l'abolition, par quelque moyen que ce soit, mysticisme, folie, aventure, poésie, érotisme, de cette insupportable dualité établie grâce aux soins de notre morale courante entre le corps et l'âme, la matière et l'esprit. Seabrook séjourne quelque temps sur l'île de Gonâve avec Faustin Vircus, un sergent-chef de l'United States Marine Corps arrivé à Haïti en 1915. Vircus débarque à la Gonâve, cette île isolée et repliée sur ses traditions, dans le port de l'Anse à Galets en 1924. La reine de la Gonâve, Timémène, entre en contact avec Vircus, qui porte le même prénom que l'ancien empereur d'Haïti, Faustin Ier, mort en 1867. Selon les croyances vaudoues, il était dit qu'un nouvel empereur, réincarnation de l'empereur défunt, débarquerait un jour sous le nom de Faustin II. La reine et ses disciples vont croire à l'arrivée de ce nouvel empereur. Considéré comme souverain, il va ainsi régner pendant 3 ans sur cette île conjointement avec la reine Timémène. Faustin Vircus tire un livre de son expérience haïtienne, Le roi blanc de la Gonâve, le culte du vaudou en Haïti, 1915-1929. Un livre préfacé par William Seabrook. Eric Ekman, un botaniste suédois, avait atterri à La Havane en 1914. Après une première visite à Haïti en 1917, il resta à Cuba durant 7 années. Il retourna sur l'île d'Hispaniola en 1924 et on lui attribue la découverte de centaines de nouvelles espèces au cours des 7 années qu'il y passa. Il souhaitait botaniser Haïti, berceau de la botanique de l'Amérique latine, disait-il. Seabrook décrit ainsi sa rencontre avec Eric Ekman. Portrait d'un homme de science. C'était à Jacmel, port de mer sur le Caraïbe, à l'extrême sud d'Haïti. Je me trouvais en compagnie du docteur Parson, dans les jardins du vaste et nouvel hôpital américain
que précisément le docteur avait contribué à construire et qu'il tenait un peu pour son enfant. Il y était venu, cette fois, pour en surveiller la croissance. Le directeur, un nouvel arrivé, était le docteur Sandus, homme méticuleux qui se perdait dans les détails. Il avait la passion d'organiser et une peu flatteuse opinion des indigènes des tropiques. Il vint à nous en disant « Voyez Parson, il semble qu'un des objets de cet hôpital soit de recueillir des vagabonds de plage. Sorti tout à l'heure sur la terrasse, je m'y suis heurté à un être piteux, miteux, marmiteux et calamiteux, qui dormait aussi paisiblement que si la place lui eût appartenu. Je n'ai pu décider s'il est allemand ou américain. Au cas où il serait malade, nous devrions l'hospitaliser. Mais s'il n'est, comme il paraît, qu'un simple vagabond, nous n'avons assurément qu'à le jeter dehors. » « Bien, dit Bob, allons voir. » En boule, à l'ombre, dans un coin, le buste replié sur son ventre, un homme dormait qu'il était difficile de classer dans une catégorie sociale quelconque. Avec une barbe de 8 jours, il était en espadrille, sans chaussettes, et portait des vêtements sordides. Un paquet était jeté derrière lui, qui semblait contenir de vieux journaux, une casquette graisseuse et une vieille machette. À moitié chauve, il portait une petite moustache hérissée, et les poils clairsemés de sa barbe étaient d'un gris jaune. « Il semble à bout de force, me dit Parson, d'un ton pénétré, et je ne me sens pas le courage de le réveiller. »« Je vais moi m'en charger, dit le docteur Sandus. » Et il heurta l'homme du pied. Celui-ci se retourna, poussa un grognement et finalement ouvrit les yeux. Il nous regarda, Sandus et moi, d'un air de profonde indifférence, puis, apercevant le docteur Parson, qui s'était reculé de quelques pas, « Que fais-tu donc ici, Parson » cria-t-il, en se mettant péniblement sur ses pieds. « Je te croyais dans le Nord. »« Et je te croyais, moi, à Saint-Domingue, » répondit Parson. « Mais, ajouta-t-il, en se tournant vers nous, « je veux vous présenter mon ami, le docteur Ekman, de la Société royale des sciences de Suède, membre du Smithsonian Institute et la plus haute autorité qui soit au monde en matière de flore des Indes occidentales. » Ekman organisa pour Seabrook et son petit groupe l'ascension du Morne la Selle. C'était par une claire nuit sans lune, toute scintillante d'étoiles. On avait l'impression d'une complète obscurité, et cependant, les objets apparaissaient comme des ombres. En avant de nous, Ekman, que nous ne pouvions suivre, nous appelait impatiemment. Sur un petit plateau, à 6000 pieds de hauteur, nous aperçûmes de la fumée que nous prîmes pour objectif. Et nous fûmes ainsi conduits jusqu'à des champs cultivés, plantés de maïs et de pois du Congo, et même de quelques bananiers fort rares à cette altitude. Quelques habitations se trouvaient disséminées alentour. Là, pour la première et seule fois à Haïti, je vis des faces tatouées. Les empreintes, diversement répandues sur les joues et le front, étaient celles-ci. Les 2 premiers symboles avaient une signification sexuelle et se rapportaient aussi au serpent. Celui qui affectait la forme d'un cœur voulait, je pense, représenter cet organe. Quant au 4e et 5e symbole, peut-être était-il l'image des 3 voies et des 3 cercles dans lesquels évoluent les mystères du vaudou.
Là, c'est l'auteur de la vidéo qui parle. Moi, considérant les 4e et 5e symboles, j'y vois entre autres un lien avec les sculptures trigonolites des Taïnos, dont aucun chercheur, entre parenthèses, n'a à ce jour trouvé d'explication cohérente et sérieuse. Ethnie autochtone des Antilles, issue de la tribu mère des Arawaks, qui occupait les Grandes Antilles lors de l'arrivée des Européens au XVe siècle. Nombreux sont les Haïtiens présentant une part d'ascendance arawak-taïno. Il n'est pas impossible que cette notion trine de la pierre trigonolite ait un rhizome commun avec cette même notion vaudou, corps, gros bon ange et petit bon ange, constituant l'individu. Pourrait être aussi inclus au sein de ce rhizome la notion trine de la Trinité chrétienne. Cette notion commune de 3 essences distinctes habitant l'individu a pu faciliter cette fusion charnelle, de prime abord étrange, entre des racines d'un culte africain, celles d'un culte amérindien et celles du christianisme. Sur la dernière pente du sommet lui-même, une ancienne piste, à demi effacée, nous parut conduire à son faîte, mais, au bout de quelques centaines de mètres, il se trouva qu'elle obliquait à gauche et nous dûmes l'abandonner pour grimper droit. Le sommet lui-même n'avait rien d'imposant. Un cône de calcaire rouge, avec une douzaine de pins de petite taille et de maigres buissons d'yeuses. La plaque de bronze apportée là, 6 ans auparavant, par le service géodésique, était cimentée dans le roc. République d'Haïti, travaux publics, défense d'abîmés, etc., disait cette plaque. Nos anéroïdes marquaient 2950 mètres. La température était froide, mais non point glaciale. Vers 9h30, 30 minutes après notre arrivée, alors que nous songions à rester seulement un quart d'heure de plus, soudain les nuages se dissipèrent, et le spectacle qui s'offrit à notre vue était vraiment magnifique. Alfred Métraux, spécialiste de l'île de Pâques, des peuples d'Amérique latine, mais aussi d'Haïti, publie en 1958 « Le vaudou haïtien ». Dans la préface du livre, Michel Léris nous décrit le personnage. Ce n'est pas amoindrir Alfred Métraux, mais plutôt mettre l'accent sur ce qui aurait fait de lui un ethnologue hors de pair, que de dire qu'en dépit de sa formation professionnelle, des plus modernes, et du savoir dont il disposait en main domaine, touchant ou non à son métier, il était resté un chercheur à l'ancienne mode, gardant un peu de l'esprit aventureux de ces voyageurs ou pionniers d'il y a quelques siècles, dont il a toujours goûté fortement les récits. La source de la vocation ethnographique de Métraux ne fut-elle pas ce besoin d'échapper à ses démons et d'être ailleurs qui finit par le conduire à effectuer prématurément, après tant de voyages qu'il avait faits sous le couvert de sa profession, celui à propos duquel la question du retour ne se pose pas. Habitué du sanctuaire de la Mambo, l'Orgina de l'Orge, chez qui il était reçu de façon presque familiale, ainsi que j'ai pu le constater en 1948, quand nos occupations professionnelles nous amenèrent à nous retrouver à Port-au-Prince, Métraux sait parler du vaudou, sinon en adepte, du moins en sympathisant autant qu'en observateur.
sujet difficile qui relève de la sociologie, de la psychologie et de l'histoire des religions, auquel, outre qu'il se situe aux confins de l'africanisme et de l'américanisme, mais sujet passionnant par sa complexité même, car le vaudou est un étrange carrefour où se mêlent dans un cadre antillais non seulement les apports de l'Afrique noire traditionnelle et ceux du monde chrétien, mais religion, magie, médecine, théâtre, musique, danse et arts plastiques. De plus, et c'est là ce qui, affectivement, peut y attacher des chercheurs de l'espèce dont était Métro, il représente le lieu où un grand nombre de personnes, la plupart économiquement déshéritées, trouvent une raison de vivre en ce pays dont la cruelle et aberrante dictature à laquelle il est aujourd'hui soumis, fléau qui lui vient, ironie, d'un ancien médecin et ethnologue, le docteur François Duvalier, n'a fait qu'aggraver les conditions misérables en y ajoutant un mal supplémentaire.